21 février 2025, fin de journée à Dubaï. Dans l'open space vitré du siège de Bybit, les écrans de monitoring affichent leur graphe habituel. Volume échangé, carnet d'ordre, cours du Bitcoin, liquidation de futur. Rien d'inhabituel, en apparence. Mais au fond de la salle, un écran attire un regard, puis deux, puis toute une équipe. Un graphique qui ne suit pas les marchés. Un graphique des flux sortants des portefeuilles de l'exchange. Pendant quelques secondes, les courbes restent dans leur corridor normal. Un bruit de fond de retrait client, de rééquilibrage entre hot wallet et cold wallets, puis brutalement, une barre explose vers le haut. Un transfert. Puis un autre. Puis une rafale de transactions, toutes dans la même direction, toutes vers cette adresse qui ne figure sur aucune whitelist interne, aucune adresse de trésorerie, aucun compte institutionnel connu. Les chiffres défilent plus vite que les cerveaux n'arrivent à les intégrer. 10 millions de dollars, 50, 100, 300. En quelques minutes, ce ne sont plus des unités, mais des centaines de milliers d'ETH qui quittent les portefeuilles de Bybit. Les alarmes automatisées se déclenchent, les ingénieurs de sécurité s'interpellent, les téléphones internes ne font que de sonner. Ce n'est pas un bug d'affichage, ce n'est pas une erreur de reporting, c'est un véritable siphonnage en temps réel. Quelque part entre les racks de serveurs, les API de trading et les systèmes de gestion des clés privées, quelqu'un a ouvert une brèche. Les firewalls sont encore en place. Les centres de données tournent normalement, mais le mal est déjà à l'intérieur. Ce ne sont pas les clients qui retirent leurs fonds, c'est une main invisible qui draine méthodiquement les réserves de l'exchange. À mesure que les minutes passent, un constat s'impose. Ce que Bybit est en train de vivre, ce n'est pas une simple faille de sécurité. C'est un casse, un braquage numérique à une échelle que même l'industrie crypto n'a encore jamais connue. À la fin du mouvement, le compteur officieux affiche un chiffre que personne n'ose écrire sur un mail interne. Environ 1,5 milliard de dollars viennent de disparaître en quelques heures. Ce que personne dans la salle de crise qui se met en place ne voit encore, c'est l'autre côté de ce tunnel. Les adresses de destination, les scripts automatisés, les mixeurs qui se préparent à tourner, les intermédiaires qui attendent leur commission. Et à quelques milliers de kilomètres de là, un État isolé, sous sanction, qui fait reposer une partie de son financement sur ce genre d'attaque. C'est l'histoire du jour où un exchange de Dubaï se fait braquer pour financer un régime nucléaire en Corée du Nord. Voici l'histoire du plus gros casse de crypto-monnaie de notre époque. Pour comprendre comment 1,5 milliard de dollars peuvent s'évaporer ainsi, il faut revenir en arrière, des semaines, voire des mois avant le 21 février. Vous êtes actuellement 97,2% à regarder mes documentaires sans être abonné à la chaîne. C'est le moment de le faire. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et pour vos commentaires positifs. C'est ce soutien qui permet de continuer à creuser ces affaires jusqu'aux chiffres, au système et aux responsables. Une cyberattaque de cette ampleur ne commence jamais en appuyant sur un bouton. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus humain. Un message, un email, un faux profil LinkedIn. Les groupes affiliés à Lazarus ne se contentent pas d'écrire du malware. Ils étudient les organigrammes, identifient les fonctions critiques, cartographient la chaîne de confiance. Ils savent qu'un exchange comme Bybit repose sur plusieurs strates. Des systèmes de trading exposés au public, des API, mais aussi des consoles d'administration, des outils internes, des fournisseurs tiers qui gèrent des briques essentielles comme les smart wallets, la gestion de clés ou l'infrastructure cloud. Et là, quelque part, se trouve la fameuse backdoor potentielle. Un jour, un ingénieur ou un développeur qui travaille sur la gestion des portefeuilles reçoit un message, une proposition de collaboration, une offre d'emploi très bien rémunérée, un document technique à consulter, un lien guide privé soi-disant partagé par un partenaire. Le phishing moderne ne ressemble plus à un spam grossier. Il imite le code du recrutement tech, du partenariat stratégique, du bug bounty. Derrière le lien, un fichier ou un script piégé. Le malware, une fois exécuté, ne détruit rien. Il écoute. Il capte des tokens d'authentification, des identifiants de services cloud, des accès à des consoles d'administration. Il explore l'environnement, repère les serveurs qui hébergent les modules critiques, là où sont signées les transactions, là où sont stockées, même temporairement, les clés ou les fragments de clés qui contrôlent les hot wallets. Les firewalls périmétriques jouent leur rôle classique. Ils filtrent les flux externes, bloquent des ports, surveillent des patterns de trafic connus. Mais ici, la menace se déplace dans le réseau comme un employé légitime. Une fois que les attaquants ont récupéré des identifiants de production, ce ne sont plus des inconnus à l'extérieur du mur. Ce sont des utilisateurs valides qui opèrent depuis des machines avec des droits corrects. Dans certains scénarios techniques évoqués par les analystes, la faille se situe dans la chaîne logicielle qui pilote les portefeuilles multisignatures. Une sorte de backdoor logique, pas forcément un malware classique, mais une altération subtile de l'environnement d'exécution.
Par exemple, un script JavaScript malveillant injecté dans une interface d'administration qui modifie à la volée les adresses de destination lors de la préparation d'une transaction, sans que l'opérateur humain ne le voie. Sur l'écran, tout semble correct. Sur la blockchain, les fonds partent vers une autre adresse. Les systèmes de cryptage, les modules HSM, les coffres-forts numériques censés protéger les clés privées jouent toujours leur rôle de bouclier. Sauf que le bouclier est commandé par la mauvaise main. Les transactions sont signées avec des clés parfaitement légitimes, issues de l'environnement de production, validées par la logique interne de Bybit. D'un point de vue purement technique, le réseau voit des retraits autorisés. Ce qui manque, ce n'est pas la sécurité cryptographique, c'est la sécurité opérationnelle. Le 21 février, ce travail préparatoire débouche enfin. Une première transaction test de quelques millions est en train de passer. Les systèmes d'alerte se déclenchent, ou pas. S'ils sont calibrés sur des seuils historiques, retraits importants mais ponctuels vers des clients institutionnels, ils peuvent considérer ce flux comme rare, mais pas impossible. Une fois la voie validée, les scripts d'attaque se lancent en séquence. Des dizaines de transactions parfaitement signées, parfaitement formatées, vidant progressivement un ensemble de portefeuilles d'agrégation. Ce n'est pas un DDoS qui fait tomber les serveurs. Ce n'est pas un ransomware qui chiffre les disques. C'est pire pour un exchange. Les services continuent d'afficher opérationnels. Les clients tradent, mais la trésorerie sous-jacente, elle, s'effondre en direct. Verser le contenu des coffres dans un double fond que personne n'avait vu. Quand les équipes de sécurité réalisent l'ampleur du problème, les transactions sont déjà sur la blockchain, irréversibles. On peut couper les retraits, on peut isoler les serveurs, on peut changer les clés d'administration. Mais ce qui est parti, est parti. Au moment où Bybit enclenche son mode crise sur Ethereum, des centaines de milliers de TH sont déjà arrivés sur des adresses contrôlées par les attaquants. En équivalent dollar, on parle d'environ 1,5 milliard. C'est là que commence le deuxième casse, moins visible mais tout aussi important. Transformer ce butin brut en argent exploitable par un État qui vit sous sanction. Les premières heures, les fonds restent regroupés. Quelques grosses adresses très visibles sur les explorateurs de blocs deviennent immédiatement suspectes pour les analyses on-chain. Les boîtes comme Chainalysis et TRM Labs déclenchent leurs algorithmes de traçage. Pour les attaquants, c'est le signal de lancer la phase de dispersion. On observe alors une organisation quasi-industrielle. Le stock principal de TH est fragmenté en dizaines, puis en centaines de portefeuilles plus petits. À chaque transaction, le montant est légèrement modifié, comme si l'on cassait des billets pour mieux se fondre dans la masse. Les services d'analyse parlent de schéma pinning. On enlève couche après couche, jusqu'à ce qu'il devienne difficile de relier un fragment à la masse d'origine. Ensuite vient la diversification d'actifs. Une partie des ETH est envoyée sur des exchanges décentralisés, des DEX qui fonctionnent sans KYC strict. Les tokens sont échangés contre d'autres crypto-monnaies, des stablecoins, du Bitcoin, des actifs plus liquides ou perçus comme moins surveillés. Chaque swap ajoute une couche d'opacité, change la nature de l'actif, complique la reconstitution du puzzle. Pour échapper aux radars construits sur les grandes blockchains comme Ethereum, les fonds traversent des bridges cross-chain. Une portion significative migre vers des réseaux comme Tron ou BNB Chain, où les frais sont bas, la vitesse élevée et où de nombreuses plateformes, parfois peu regardantes sur la conformité, opèrent encore. On parle ici de millions, parfois de dizaines de millions de dollars en une seule opération de bridge. Les mixeurs prennent ensuite le relais. Ces services, présentés comme des outils de confidentialité, reçoivent des flux entrants de multiples utilisateurs, les mélangent, les redistribuent en brouillant l'origine de chaque unité. Pour Lazarus, ces mixeurs sont l'équivalent numérique des blanchisseries de cash dans le crime organisé traditionnel. Les crypto-monnaies volées se mélangent à des fonds d'origine légitime, ressortent par de petites quantités, dans des portefeuilles qui semblent indépendants. Enfin, la dernière étape consiste à réinsérer ce capital dans le système financier traditionnel. Ici, l'outil n'est plus l'exchange grand public, mais l'OTC, le over-the-counter. Ces desks de gré à gré qui acceptent de traiter de gros blocs de crypto contre des devises fiat. Souvent, ces desks s'appuient sur des banques locales, des comptes dans des juridictions plus souples, parfois des sociétés écrans. Les fonds finissent sur des comptes offshore, sous contrôle de prête-noms, ou repartent acheter des biens tangibles. Des équipements, des matières premières, des technologies, tout ce dont un État sanctionné a besoin, mais ne peut pas payer ça via les circuits SWIFT classiques. On n'est plus dans le petit fraudeur qui blanchit sa rançon, on est dans un montage de financement parallèle, capable de compenser une partie des sanctions internationales. Chaque million de dollars ainsi recyclés sont des actifs supplémentaires pour un programme d'armement, des devises étrangères pour des importations critiques, une marge de manœuvre financière pour un régime qui, autrement, serait asphyxié. Le chiffre brut, 1,5 milliard de dollars volés, prend ici une autre dimension.
ce n'est pas seulement une perte pour Bybit et ses clients. C'est un transfert de richesse de la sphère privée des traders et investisseurs vers un État qui transforme ses lignes de code en puissance géopolitique bien réelle. Pendant que les attaquants orchestrent leur blanchiment, une autre mécanique se met en marche, tout aussi méthodique, celle des enquêteurs. D'abord, au sein même de Bybit, avec des équipes dédiées qui reconstituent minute par minute la séquence des événements, analysent les logs, identifient les points de compromission probables dans la chaîne technique. Ensuite, au niveau des autorités, à des milliers de kilomètres, dans des bureaux du FBI et d'autres agences spécialisées. Les États-Unis suivent depuis des années les activités de Lazarus. Le groupe laisse, malgré ses efforts, des signatures techniques, des infrastructures de commande et de contrôle réutilisées, des modèles de phishing, des librairies de malware qui reviennent d'une campagne à l'autre. Les analystes des menaces croisent les indicateurs, adresses IP observées lors d'autres attaques, similitudes dans les vecteurs de social engineering, recoupement avec des instructions précédentes sur d'autres exchanges, d'autres protocoles défis. Mais l'arme la plus puissante, cette fois, c'est la transparence même de la blockchain. Chaque mouvement issu des wallets identifiés comme Bybit Hack est visible publiquement. Les firmes d'analytique construisent en temps réel des graphes de flux, marquent des adresses comme étant liées à l'attaque, envoient aux exchanges encore propres des listes de wallets à bloquer. Ce n'est pas une traque dans l'ombre, c'est une chasse à ciel ouvert, mais qui nécessite une expertise extrême pour interpréter les flux. Rapidement, les autorités américaines publient un avis formel attribuant l'attaque à des acteurs nord-coréens, proches de Lazarus. De nouvelles adresses sont ajoutées aux listes de sanctions de l'OFAC. Officiellement, toute entité financière qui traite avec ces adresses s'expose à des conséquences juridiques. Les plateformes qui se veulent compliantes renforcent leurs filtres, bloquent certaines transactions, signalent des tentatives de retrait suspectes. Cette pression n'arrête pas l'argent déjà volé, mais elle complique la phase finale du blanchiment. Certains desks OTC refusent des ordres de vente massifs quand les fonds proviennent de clusters déjà liés à des attaques connues. Des banques ferment des comptes, des transferts en dollars ou en euros sont suspendus au moindre doute. La friction augmente. Chaque conversion de crypto en fiat devient plus risquée pour les intermédiaires. Sur le plan humain, chez Bybit, la gestion de crise devient un exercice d'équilibriste. Il faut rassurer les clients, communiquer sans tout dire, affirmer que les opérations reprennent progressivement alors que la trésorerie a pris un choc gigantesque. Des questions émergent. Qui assume la perte? L'entreprise couvre-t-elle intégralement les fonds des utilisateurs? Quel est l'impact réel sur son bilan, sur sa solvabilité? Dans les back-office, des équipes juridiques modélisent les pires scénarios. Action collective, intervention des régulateurs, perte de licence dans certaines juridictions. Pour l'industrie crypto dans son ensemble, cet épisode agit comme un révélateur brutal. Il démontre une fois de plus que même les acteurs considérés comme solides peuvent être frappés par des attaques systémiques. Il confirme aussi ce que certains rapports régulateurs répètent depuis des années. La crypto n'est pas un simple actif spéculatif. C'est un théâtre d'opérations pour des États qui cherchent à contourner les circuits financiers traditionnels. Il serait tentant de conclure en disant que, leçon apprise, tout le monde va maintenant mieux sécuriser ses systèmes. La réalité est plus complexe et plus froide. Ce que montre l'affaire Bybit Lazarus, c'est que dans un monde où la valeur circule sous forme de lignes de code, la distinction entre cyberattaque et crime financier disparaît. Les deux ne font plus qu'un. Pour les exchanges, la leçon est forte. Un modèle économique basé sur la garde des actifs des clients transforme chaque faille de cybersécurité en risque de liquidité immédiat. Un bug dans un smart wallet, une erreur de configuration de firewall, une backdoor dans la supply chain logicielle, et ce ne sont pas quelques comptes qui sont touchés, mais l'intégralité des réserves accessibles. Une banque traditionnelle répartit son risque sur des agences, des comptes, des produits régulés. Un exchange concentre souvent des milliards sur quelques adresses. Pour les entreprises, même hors crypto, le message est clair. La surface d'attaque ne se limite plus à leurs propres serveurs. Elle inclut leurs prestataires, leurs fournisseurs de cloud, leurs outils de paiement, leurs partenaires d'infrastructure. Un simple maillon faible, dans une librairie logicielle ou un service tiers, peut se transformer en vecteur d'intrusion. Le risque n'est plus seulement technique. Il est de supply chain, de gouvernance, de due diligence. Pour vous et moi, la question est plus personnelle. Où est stocké notre argent numérique? Sur un exchange centralisé dans un wallet non custodial? Sur un compte bancaire qui s'appuie lui-même sur une couche d'infrastructure numérique? La confiance n'est plus garantie par la façade de la marque, mais par l'ensemble des mécanismes de sécurité, de conformité et d'audit qui se trouvent derrière. Concrètement, cela signifie plusieurs choses. Diversifier les points de garde des actifs, ne pas laisser l'intégralité de ces crypto-monnaies sur une seule plateforme, surtout si l'on n'a aucune visibilité sur ces pratiques de sécurité. Vérifier si l'exchange publie des audits, des preuves de réserve, des rapports de sécurité indépendants.
Comprendre que le rendement promis sur des produits dérivés ou du stacking n'a aucun sens si le risque principal, le risque de contrepartie, le risque cyber, est ignoré. Du côté des régulateurs, cette affaire alimente une forte tendance. Traiter les grands exchanges comme des infrastructures critiques, leur imposer des exigences comparables à celles des banques en matière de capital, de gestion du risque opérationnel, de plan de continuité d'activité. Les frontières entre finance traditionnelle et crypto-finance continuent de s'estomper, mais le risque, lui, ne disparaît pas. Il change simplement d'interface. Au final, ce casse de 1,5 milliard de dollars n'est pas seulement un record dans l'histoire des crypto-monnaies. C'est un cas d'école de ce que devient la criminalité financière à l'ère du numérique. Transnationale, étatique, technique, mais toujours centrée sur la même chose qu'un braquage de banque classique, le contrôle des flux d'argent. Aujourd'hui, un simple script peut déplacer plus de valeur qu'un convoi blindé. La vraie question n'est plus de savoir si vos actifs sont dans une banque ou dans la crypto. La vraie question, c'est qui tient réellement les clés ? Et qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un d'autre les obtient avant vous ?